Zahra Touzani, qui est une raïdienne avant tout, avec un parcours professionnel riche en tant que jeune femme, engagée particulièrement dans la vie sociale et associative et aussi professionnelle pour promouvoir l'innovation, la promotion du leadership pour un développement durable chez les jeunes, mais aussi chez les femmes. J'invite et je vous présente notre chère Sana Sqat aussi, qui est une experte et une passionnée du coaching et du développement personnel des dirigeants, mais aussi c'est une femme engagée pour l'accompagnement des jeunes talents en vue d'orientation et de positionnement de carrière. Ensuite, bien sûr, notre cher ami et docteur, c'est Hassan Sharaf, est sans doute la référence du bonheur à l'ère du digital au Maroc. Donc, c'est Hassan Sharaf, ayant récemment eu avec honneur son doctorat en la matière, mais il est avant tout l'un des défenseurs les plus connus de l'entrepreneuriat des jeunes et l'encouragement et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, étant un des premiers présidents et acteurs du centre dirigeant au niveau national, mais aussi au niveau régional. Plutôt le centre des jeunes dirigeants. Donc, le CJD, je tiens à le souligner pour certains qui nous suivent. Alors, et enfin, et bien sûr, le meilleur, bon, peut-être, oui, bien sûr, le meilleur aussi pour la fin, comme disait l'autre, notre cher ami et artiste Nordine Lhlo. Alors, c'est Nordine qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous et de nous rejoindre aujourd'hui spécialement de Paris. Il est l'incarnation parfaite de la transformation des personnes et des organisations. D'ailleurs, il est expert consultant aujourd'hui auprès de plusieurs institutions et d'entreprises internationales, multinationales. Son parcours est rempli de surprises grâce à sa curiosité et son goût du challenge, étant initialement un metteur en scène et professeur du théâtre à la Sorbonne. Bien sûr, je vous laisse, chers participants, aller découvrir avec nous à travers cette séance nos participants, mais surtout ce qu'ils pensent de par leur expérience, comment nous pouvons aujourd'hui concilier entre le bonheur et le digital avec le leadership. Donc, c'est une question ouverte. Je vous laisse le plaisir et le choix de commencer. Donc, celui qui aimerait répondre en premier peut lever la main, comme ça, tout le monde est content. Donc, c'est Nordine, c'est Hassan, Fatem Zahra, Sana, à vous la parole. Comment pouvons-nous aujourd'hui concilier le bonheur et le digital avec le leadership? Merci pour cette invitation, Myriam. Je suis content d'être parmi vous. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Et la pratique que j'ai de l'accompagnement se fait beaucoup par la narrative, la narration. Et c'est une histoire très courte. Un temps, j'ai piloté un projet qui était que l'on développait à distance en digital. Et donc, j'ai travaillé avec des gens que je ne connaissais pas, des gens extraordinaires, des Indiens. Cette culture et puis le niveau d'intelligence et de préparation de ces gens, il y a 20 ans. Et on a développé le projet et le projet a été présenté. C'est un projet très complexe en temps réel avec l'Inde. Et ça a été une réussite. Et 3 mois après, toute l'équipe est venue à Paris rencontrer. Et alors, c'était très étrange parce que j'ai eu le bonheur de rencontrer des gens que je connaissais déjà et que je n'avais jamais vus. Et c'était un moment très étonnant parce qu'il y avait une proximité entre eux et jamais eu de proximité physique. Et quand on s'est retrouvés, on était très heureux de se retrouver.
On avait l'impression de retrouver… Voilà. Et Pardon, c'était un vrai pardon, moment de bonheur. pardon, Nordine, il y a un problème de son. Est-ce que, c'est Hassan, vous pouvez mettre en mute votre micro? Comme ça, il n'y a pas d'interférence. Voilà, je vais faire de même. OK, on vous écoute, Nordine. Est-ce que ça va là? Ah. J'ai perdu Nordine. On ne le voit pas, on n'entend pas. Est-ce que vous l'entendez? Je suis là, moi. Allô? Allô, Oui, allô? Myriam? oui, on t'entend maintenant. Très bien. Excellent. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le bout de mon Non, on a histoire. raté. On a raté 2 ou 3 phrases avant que ça coupe. D'accord. Donc, le grand bonheur que j'ai eu à ce moment-là, qui était un mélange de plaisir de voir des gens que j'avais côtoyés à distance, à 5-6 000 kilomètres par l'intermédiaire d'écrans et de voix, donc le même type de relation que nous avons, ce bonheur était très étrange. J'avais appris ça, j'avais appris à écouter ces voix et il y avait eu des moments de partage d'émotions très grands quand on réussissait ou quand on… Et puis, là, d'un seul coup, on s'est retrouvés comme si on était… comme si on s'est retrouvés alors qu'on ne s'était jamais vu physiquement. Et c'était un vrai moment de bonheur. Donc, moi, dans mon esprit, digital et bonheur, ça va avec créer une relation à distance, travail un peu étrange de connaître des gens sans vraiment les avoir côtoyés physiquement. Je voudrais dire une autre chose. Je ne sais pas si vous entendez. Allô? Essayez de parler, pardon, essayez de parler doucement pour qu'il n'y ait pas d'interférence parce que le réseau n'est pas très stable, je crois. D'accord. Dont tu as parlé, Myriam, le Danemark est en deuxième position. Il se trouve que j'ai fait une mission au Danemark et ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai eu en y séjournant une semaine. Je n'avais pas du tout le sentiment d'un peuple heureux et dans le bonheur. Je crois que le réseau n'est pas bon actuellement. Ouais, Trop ça de coupe un monde. peu. Il y a trop de monde peut-être. Non, pas Tu as toujours entendu ma assez. remarque sur le Danemark? Ah, je disais que j'ai fait une mission au Danemark et je n'ai pas eu l'impression d'un pays dans lequel le C'est-à-dire bonheur que était au la cœur notion du des bonheur sentiments. que vous avez ressentie à travers l'écran, ce n'est pas celle que vous avez ressentie ou retrouvée sur le terrain à travers l'exemple, par exemple, de celui du Danemark. Contrairement aux Indiens ou à votre mission avec cette communauté indienne, bien loin du digital ou de la technologie, mais qui était aussi, en fait, que à travers cette connexion, tu as retrouvé que ces gens-là étaient heureux, malgré Oui, qu'ils ne soient pas du tout connectés avec ce qu'on a aujourd'hui. oui, à part qu'au Danemark, j'ai ressenti aucun bonheur. OK. Alors, Madame Sana Skrat, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question-là? Merci beaucoup, Nordine. Alors, on va passer à Sana. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que ça coupe des fois. Moi, je t'entends très bien.
Excellent. Est-ce que Sana, tu nous entends? Non. Alors, c'est Hassan. Je prends la parole ou je laisse Oui, parce que je crois Ok, que Sana, elle ne nous entend pas. Alors, on t'écoute. alors, moi, j'ai ramené ça pour le premier webinaire. Je voulais vous offrir à tous des fleurs en vrai. Et je pense avec la couleur du rose, c'est pour vous souhaiter une vie pleine de bonheur et beaucoup de joie et beaucoup de paix intérieure. Donc, ça, c'est pour le premier webinaire et toutes les personnes qui ont assisté, tous les participants qui vont venir sur les autres, ils vont certainement trouver ce premier book. Donc, Merci j'avais beaucoup, reçu c'est ce Hassan. cadeau et donc je voulais le partager avec vous. Ça, c'est le. C'est Hassan, moi je prends. Hein. Moi je prends. Partage. Est-ce que vous livrez? Le deuxième truc, peut-être avant de répondre à la question, je pense qu'on se doit en ce moment d'avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu la vie, toutes les familles qui ont dû perdre quelqu'un à l'occasion de cette pandémie. Et donc, je pense qu'on se doit de leur dire que nous sommes avec eux et que nous sommes solidaires avec ces familles. Et jamais 203, je pense une pensée qui me va à tous ces corps d'État qui travaillent d'arrache-pied, particulièrement le corps médical, parce que je pense qu'en ce moment, ils travaillent sur une dimension extrêmement intéressante, c'est celle de la vie. Et je voulais, en guise d'introduction, leur témoigner respect, témoigner solidarité et témoigner gratitude. Alors, Myriam Agadi parlait tout à l'heure du bonheur et du digital et faisait un petit clin d'œil à la jeunesse. Je pense que la jeunesse, c'est comme le disait le général MacArthur, la jeunesse n'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit, et c'est un effet de volonté, c'est une qualité de l'imagination. On ne devient pas vieux pour avoir vécu plusieurs années, on devient vieux quand on a déserté son idéal, quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas de passion, et surtout quand on s'arrête. Quand on arrête de poser des questions justes et qu'on s'amuse à poser juste des questions, je pense qu'on commence à passer à côté de l'essentiel parce que on essaie de trouver des réponses justes à des questions fausses. Et donc, du coup, on ne mène pas le combat juste de la vie, mais juste un combat. Il me semble que si on est dans ce mindset, la question du digital et du bonheur amène, de mon point de vue, deux dimensions. Le temps lent et le temps court. Le temps lent et le temps court. Le digital, pour moi, ce n'est pas uniquement l'usage qu'on fait de la technologie, mais je mets dans le digital les 6 génies qui ont été décortiqués par les spécialistes, le génie génétique, le génie quantique, le génie électromécanique, le génie algorithmique, et le génie physique. Et donc, quand on est dans cette dimension, on est dans ce que j'appelle le tout de suite, ici et maintenant. Ce qui certainement a un impact sur le mindset de chacun. Je veux tout de suite, ici et maintenant. Je veux, c'est-à-dire qu'on est dans le désir, qu'on est dans la satisfaction des plaisirs, alors que le bonheur n'est pas le désir, n'est pas le plaisir. Quelqu'un disait, le plaisir, c'est le bonheur des fous et le bonheur, c'est le plaisir des sages. Pourquoi je dis ça? Parce que le bonheur, il investit le temps long, c'est-à-dire que nous avons besoin de prendre le temps pour pouvoir apprécier, remarquer, aimer, pardonner. Et donc, si on est dans deux temps, le temps long et le temps court, on est justement dans cette dualité, dans cette exigence de retrouver dans le temps dans lequel nous vivons, qui est un temps court, où on veut tout de suite, ici et maintenant, on court, mais quand on court pour rattraper le temps, on oublie de vivre. Et je pense que cet exercice auquel nous assistons aujourd'hui, qui est celui de la pandémie, est à la fois un cadeau et un exercice. Un cadeau pour dire, vous courez derrière le temps, ben on vous l'offre, prenez-le, montrez-nous ce que vous pouvez en faire. Restez avec les gens que vous aimez finalement, travaillez avec ceux avec qui vous avez envie d'être
vous êtes confiné, mais avec les êtres chers, si, en tous les cas, vous dites que vous aimez ces personnes-là, et qu'on vous dit, vous restez avec eux, et du coup, vous dites, c'est pas possible, j'ai envie de faire autre chose. Mais en même temps, l'exercice, il est, à mon avis, il est philosophique, il est économique, il est politique, il est social, il est culturel, il est cultuel et il est technologique. Quand tu parlais de cet index of happiness qui est développé par comme index du bonheur, on comprend très rapidement, dès qu'on sait quelles sont les composantes de cet index, on comprend pourquoi certains pays sont en tête d'affiche et les autres pas. Quand on met par exemple la justice, quand on met la démocratie, quand on met la liberté, quand on met non pas le PIB, quand on met c'est la confiance dans les organisations, la confiance interpersonnelle comme dimension, on comprend que dans les pays d'Europe du Nord, ils éduquent leurs enfants sur le fait qu'il faut faire confiance. Alors que dans d'autres pays… Dans certains pays, d'ailleurs, tu as parlé du PIB, et dans certains pays, on parle déjà du produit national brut du bonheur. Oui, ben on avait fait… Voilà, c'est un concept peut-être à revoir, voir ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, et peut-être ça aiderait éventuellement nos décideurs à améliorer certains axes au niveau social ou sociétal. Oui. Tu parles du boutin. On a eu la chance de faire une conférence avec Edgar Morin sur du PIB au PNB, du produit intérieur brut au bonheur international brut ou pour tous. Et l'idée, c'était de faire justement cette réflexion. Je pense qu'il y a deux types de bonheur. Il y a le bonheur en période de paix et il y a le bonheur en période de guerre. Quand on est dans un monde idéal, parfait, on peut imaginer beaucoup de définitions. Il y a un film magnifique qui a été tourné sur C'est quoi le bonheur pour vous, dont la conclusion est qu'il y a 7 milliards de bonhommes sur la planète, il y a 7 milliards de versions du bonheur sur la planète. Les dimensions socioculturelles sont différentes. Et ta relation avec le digital? La relation avec le digital, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre cette dualité entre quelque chose qui pouvait se vivre dans le temps, c'est-à-dire prendre le temps d'aimer, prendre le temps d'observer, prendre le temps de méditer, prendre le temps de vivre. On court derrière le bonheur, mais on oublie de vivre et on se rend compte qu'aujourd'hui, le bonheur, c'est de voir sa maman, de la toucher, de l'embrasser, c'est de rencontrer un ami, c'est de prendre juste un café quelque part, c'est de marcher sur la plage, c'est pas le bonheur d'avoir. Et je pense que le digital, il amène cette logique de vouloir tout de suite, ici et maintenant, alors que le bonheur invite une forme de démonisme qui est celui du bonheur d'être. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas de valeur. Et donc, on doit décider est-ce qu'on a besoin d'avoir de la valeur ou on a envie d'être riche. Il y a beaucoup de gens qui ont des maisons dans lesquelles… Il y a certaines personnes qui ont une maison et ils habitent dans cette maison et d'autres ont plusieurs maisons et ce sont les maisons qui habitent dans leur cœur. Elle est fameuse, Kassi Hassan. L'exemple, cet exemple est fameux. Oui. Je t'ai entendu plusieurs fois le dire. Est-ce que tu peux nous le dire déjà pour certains? اللي عنده دار واحدة ساكن فيها وكاين اللي عنده 10 ساكنين فيه. Merci beaucoup, c'est Hassan. Sana, qu'est-ce que tu en dis par rapport à cette question-là? Alors, déjà, je te remercie pour ton invitation. Je suis ravie de faire partie de ce joli panel. Alors, moi, je pense que le bonheur, c'est quelque chose qui est individuel. En fait, il n'y a pas deux personnes qui vont vivre le bonheur de la même manière. On ne peut pas le vivre tous de la même manière et d'autant plus que c'est une notion qui fluctue dans le temps. Maintenant, dans l'entreprise, je pense que c'est un peu prometteur, en fait plutôt ambitieux de promettre le bonheur dans l'entreprise parce que c'est quelque chose qui est lié à la personne. Et le leader, normalement, qui est censé stimuler ou aider à ce que son collaborateur soit dans le bonheur et dans le bien-être, n'a pas tous les leviers pour le faire. Et donc, je pense que si on associe, parce que tu as posé la question du bonheur digital leadership, je pense que
si on ne peut pas rendre l'autre heureux, parce que l'histoire, en fait, la question du bonheur, c'est une décision. C'est pas comme le plaisir, comme dit Sehel Sen, ce sont deux notions différentes. Le plaisir, c'est quelque chose qui est en fait, spontané, en fait, plutôt momentané, provisoire. Par contre, le bonheur, c'est une décision, c'est un état d'esprit, c'est cet état-là, c'est cette décision dans laquelle tu t'inscris qui te permet de réaliser ce que tu fais. Moi, dans mes coachings, dans mes accompagnements, souvent les gens, quand je leur pose la question qu'est-ce qui va te rendre heureux, ils te disent ce qui me rend heureux, c'est que je vais avoir le diplôme tel, je vais avoir l'emploi tel. Le bonheur, ce n'est pas un objectif. Ce qui peut te permettre d'atteindre ton objectif, c'est ton état de bonheur dans lequel tu t'inscris. Donc, si on revient à l'entreprise pour justement promettre le bonheur de l'entreprise, c'est risqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rendre les gens moins malheureux. C'est-à-dire, on leur enlève le gène qui empêche cet état de bien-être et de bonheur. Voilà, donc Merci, Sana. c'est dans ce C'est sens. noté. Donc, on ne promet rien, mais on peut faire quelque chose pour améliorer la situation. Voilà. Merci. Fatem Zahra, à toi. Mélime, bonjour. Merci encore pour l'invitation. Très heureuse de… J'ai adoré la thématique, c'est pour ça que je n'ai pas hésité. Je pense qu'il est hyper important de parler de bonheur, et de le mettre en lien avec le leadership. Et quand on parle de leadership, on a tendance à tout de suite réfléchir à leadership au sein d'une entreprise, leadership au sein d'une communauté, leadership au sein d'une structure. Et on oublie le leadership de soi-même. Et je pense que cette très belle crise du Covid, elle nous a permis de vivre une très, très belle expérience de leadership personnel. Je pense moi, en tout cas, je n'arrive pas à me permettre de parler de leadership au sein de ma communauté, par exemple, avant de me leader moi-même et de vraiment prendre le temps de comprendre. Et quand je parle de leader moi-même, c'est de vraiment prendre le temps de comprendre ce qui se passe en moi. Et pour moi, c'est un petit peu ça la définition du bonheur et de la pleine conscience, si tu veux. C'est quelque part prendre le temps de vraiment analyser ce qui est en train de se passer en moi en temps de confinement. Le fait de devoir être tout le temps dans le digital, je ne suis pas dans cette course effrénée du bonheur. Et j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur ça parce qu'on a cette envie folle de l'atteindre et de se dire ça fait je suis heureux. Alléluia, je suis heureux. It's okay. Si tu ne l'es pas tout de suite, c'est que tu es peut-être en chemin, tu es peut-être en train d'y arriver, peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, pour moi, la définition principale à l'ère du digital ou non digital, quand on parle du bonheur, le bonheur n'est pas un état, le bonheur est un chemin avant de pouvoir y arriver. Et pour moi, il est super important de mettre l'accent sur ça parce que depuis que cette crise a commencé, on a l'impression sur le digital qu'il y a une course, comme ça, qui est le plus heureux, qui a fait le plus de choses, qui a accompli le plus de choses, qui a réalisé le plus de choses, qui a fait tant de certifications, qui a fait tant de lives, qui a. Mais on oublie, on doit se donner le droit de ne pas être bien. Ça fait partie du processus d'être heureux. Moi, aujourd'hui, j'ai tellement pratiqué parce que c'est un apprentissage. Pour moi, le bonheur est un apprentissage, c'est un muscle. J'ai appris aujourd'hui à être heureuse parce que je suis malheureuse, parce que je sais que c'est le processus d'accouchement. Tu sais, on accouche du bonheur. Et pour accoucher du bonheur, il faut vivre le malheur. Et pour moi, le leadership et le bonheur, c'est comme ça que ça se lie. Honnêtement, il faut accepter le malheur, le vivre pleinement, parce que c'est de l'ombre que jaillit la lumière, si on veut le dire un petit peu philosophiquement. Donc, au fait, le confinement, il nous a enlevé les petits plaisirs. Et je pense que si Hassan le disait tout à l'heure, ça nous a enlevé les petits plaisirs et les sources de plaisir momentanés qu'on avait. Aller au restaurant, aller à la forêt, aller à la plage, les petites choses qui nous font croire que nous sommes heureux. Et donc, quand on s'est retrouvés chez nous, Exactement. Kulhao, comment il l'a vécu? Il y a des personnes qui l'ont bien vécu du premier jour parce qu'ils ont justement entraîné leur cerveau à cette pleine conscience, à valoriser ce que l'on a et l'exercice de la gratitude, etc. D'autres l'ont super mal vécu parce que c'est la première fois qu'ils se confrontaient. Et ça peut être… On peut avoir très peur quand on est face à ce miroir. On peut être effrayé. Et puis d'autres, ils disent
واحد النهار ça va, واحد النهار ça va pas, واحد النهار ça va, واحد النهار ça va pas. Ben, moi, je pense que le leadership à l'ère du digital doit être en mesure d'accepter ces différents cas de figure. Ouais. Je pense que si on veut être bon leader, il faut accepter et permettre aux personnes avec lesquelles nous sommes d'être ce qu'elles sont et de ressentir ce qu'elles ressentent sans se sentir mal. D'être vulnérables, d'être bien. Si elles sont bien, Allah yaskhar. Si elles ne sont pas bien, Allah yaskhar aussi. Pour moi, il est hyper important et je mets l'accent énormément sur ça à chaque fois. Ce n'est pas une course. On n'est pas en t'approche pour être heureux. Si tu as trouvé ta recette, comme le disait Sana, à chacun sa recette. Si tu as trouvé ta recette, je suis très contente pour toi. Mais je ne vais pas me comparer à toi en tant qu'individu. Moi, je suis encore en train de chercher ma recette du bonheur, ou alors je m'entraîne encore pour être heureux. Et pour moi, honnêtement, c'est cet apprentissage. C'est cet apprentissage-là que je suis en train de tirer. C'est plus que jamais la vulnérabilité à sa place, plus que jamais l'individualité d'El Kulla Wahid Fina a lieu d'être en temps de confinement et à l'ère du digital. Donc, le leadership met davantage en avant l'individualité de chacun et ce qui fait de nous des individus à part entière. Et comment il le vit. Et le rôle du leadership, c'est de l'admettre. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Fatem Zahra. Je vais retenir le mot recette et je reviens vers notre ami Hassan Sharaf pour lui poser une question un peu plus spécifique, vu son parcours aussi dans le monde de l'entrepreneuriat et son expertise dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Quelle est la recette aujourd'hui? À travers le coronavirus, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui sur le bonheur? Vous avez fait plusieurs définitions, mais qu'est-ce qu'on a appris sur le bonheur en termes de réussite dans son parcours entrepreneurial? Est-ce qu'on a besoin d'être heureux pour être un bon entrepreneur, un bon leader, ou on a besoin d'être dans le besoin, la souffrance, le malheur, la douleur pour réussir à entreprendre? Quelle serait, à ton avis, la meilleure formule éventuellement en post-corona, puisque tout le monde, malgré bien sûr, c'est une réalité ce que vient de nous dire Fatem Zahra, tout le monde est à la course du digital, à la course d'être à la première ligne en termes d'innovation, en termes d'entrepreneuriat, que ce soit au niveau marocain mais aussi africain. Quelle est la meilleure formule pour toi on va dire dans ces circonstances et à travers cette crise? Merci beaucoup, Myriam. En tous les cas, moi, je suis en train de ce que disait tout à l'heure Nordine, avec des personnes qu'on voit via le net. Je suis en train de me ressourcer par cette belle énergie positive. Les propos de Fatem Zahra ne me laissent pas indifférent. J'aime beaucoup de concepts, la vulnérabilité et la finitude. Je pense que l'humanité aujourd'hui, c'est comme s'il découvre pour la première fois que, ah tiens, ben, on est vulnérable, qu'on n'est pas des demi-dieux et qu'on n'est pas des transhumanistes et qu'on peut mourir. Voilà. Et donc, nous qui courions vers ce bonheur et on croit même l'avoir pris par la main, on a même théorisé, on a défini les process, on a fait les propositions, les 15 règles, les 26 règles, les 30 leçons pour être heureux. Et du coup, on se rend compte de cette vulnérabilité. Et j'aime beaucoup une citation dont je ne me rappelle plus l'auteur. Être heureux, c'est accepter une part d'imperfection et non pas trop chercher à être le parfait. Parce que je pense que quand on est parfait, on n'est pas heureux. C'est cette imperfection qui fait qu'on est dans ce principe d'oscillation entre… on croit toujours que les gens heureux ne pleurent pas, alors que pleurer, ça nettoie l'âme. Et ça fait partie de la vie. On croit beaucoup que les gens heureux n'ont pas de chagrin, que s'ils n'ont pas de chagrin, c'est qu'ils ne sont pas des humains. Je pense qu'une des compétences, j'avais fait une communication sur les 3 compétences nécessaires pour entreprendre des lendemains meilleurs, que ce soit en entreprise, dans l'organisation. Je pense que les 2 premières, me semble-t-il, c'est les compétences humaines. Nous l'avons vu aujourd'hui, on le ressent, on a besoin d'être beaucoup plus solidaire. Dans cette quête d'individualisation qui se vit, on sait aujourd'hui qu'on a besoin des autres pour vivre et pour être.
La solidarité sur tous les plans, qu'elle soit politique, économique, sociale, qu'elle soit managériale, qu'elle soit entrepreneuriale. Nous avons besoin de développer cette solidarité humaine. La deuxième compétence, à mon avis, c'est celle de la sérénité. Vous avez des gens qui ont peur, et donc c'est la psychose, c'est la panique, et c'est l'extrême. La sérénité ne rentre pas dans les compétences humaines? Si. Moi, je la mets dans la compétence humaine, en plus de la solidarité, la sérénité. Pourquoi? Parce qu'il y a ces faux sachants, et à chaque fois qu'il y a une crise, à chaque fois, en 2008, ils nous ont dit c'est la pire crise de l'humanité et elle va durer 20 ans. En 2000, je ne sais combien, c'est la pire crise. En 2020, c'est la pire crise et attendez-vous à l'apocalypse et ça va finir, il va y avoir rien du tout. Ben non, monsieur. Les optimistes ont fabriqué des avions, les pessimistes ont fabriqué les parachutes. Je pense qu'on a besoin, comme je disais tout à l'heure, d'un mindset de temps de paix et d'un mindset de temps de guerre. Je pense qu'un entrepreneur, un cadre dirigeant, un papa, une maman, un ouvrier, un être humain sur cette planète aujourd'hui dans le post-corona, trois nouvelles compétences qu'on ne trouve pas dans les livres Need Management, la gestion de la complexité, la gestion de l'imprévisible et la gestion du flou. On nous a tellement dit qu'il faut avoir de la vision qu'aujourd'hui, personne n'a une vision. On voit tous les politiciens qui naviguent à vue. Aujourd'hui, il faut faire des masques, il faut mettre les masques. Après, demain, il faut enlever les masques. Après, il faut remettre les masques. Après, on va faire les tests et on ne va pas refaire les tests. Après, c'est cette capacité d'avancer dans le flou. Et c'est ce qui est excitant dans cette séquence spatio-temporelle qui fait que l'humanité ressent, de mon point de vue, pour une des rares fois qu'elle est vivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne ressent pas hier. Et donc, chaque fois, il faut inventer quelque chose de nouveau. La gestion de la complexité, la gestion de l'imprévisible. Personne, aucun expert n'a vu la pandémie du corona, même ceux qui nous ont envoyé les rapports sur le monde en 2040, le monde en 2050. Voici le monde, comment est-ce qu'il va se développer, voici les nouvelles compétences, etc. Aujourd'hui, on sait que les nouvelles compétences elles vont s'orienter vers les métiers de la vie, vers les métiers de la science, des sciences qui sont en lien avec la vie. Tout ce qui touche à l'ingénierie de la vie, de l'humain, du vivant, est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on voit que c'est une dimension planétaire. Il est à la fois individuel et planétaire. Le reste des compétences, je pense, pour les entrepreneurs, investir le champ du digital, c'est important, mais pas que. Et c'est en cela que j'ai répondu très favorablement à ton invitation, parce qu'il me semble que le digital tout court peut amener à des dérives. On le voit avec les transhumanistes, cette volonté de devenir des demi-dieux. Je pense qu'on a besoin d'un digital responsable, d'un digital éthique et d'un digital durable. On pourra développer ça après. Oui. Bien sûr, quand tu disais sur le corona, pour moi, le corona n'est pas par hasard qui commence par le co, celui de la conscience, celui de la compétence, celui de la convergence, celui de la congruence, celui de la co-construction, du co-développement. Nous avons besoin aujourd'hui de revivre. Le corona, c'est aussi le N d'un nouveau monde, d'un nouveau départ, de nouveaux défis qui ne font pas appel aux compétences passées, mais à des compétences nouvelles que nous allons devoir trouver en nous. C'est comme ça que nous allons pouvoir nous réinventer. Un exercice, je pense, pour les entrepreneurs, mais pas que, mais pour les dirigeants et pour toutes les personnes, c'est celui de l'introspection. C'est comment est-ce qu'on peut se recentrer sur l'essentiel. Cette crise nous invite à rentrer sur l'essentiel, à retrouver l'essentiel. Fatem Zahra le disait tout à l'heure, les petits plaisirs qu'on avait et qui disparaissent alors qu'on croyait que vivre, il faut beaucoup de choses pour bien vivre. On le voit aujourd'hui, on a peut-être besoin. J'ai lu ce matin un truc magnifique et avec ça je termine. L'économie va mal parce que les gens achètent uniquement ce dont ils ont besoin. Ah, j'ai trouvé ça magnifique. Le coronavirus, il se termine par S, c'est celui de la sagesse. Mais pour vivre dans le post-corona, c'est le S du sourire. Je pense qu'il faut qu'on se remplisse de sourire et de beauté intérieure et d'amour et de pardon parce que nous avons besoin
tous les uns des autres pour entreprendre le lendemain meilleur. Et le S aussi, c'est comme si le coronavirus nous invite à se mettre en mode silence pour agir et pour travailler. On a tellement parlé qu'il est temps de faire uniquement ce qu'on aime. Je vais m'arrêter là, je vais faire moi le S du stop. Merci beaucoup, c'est Hassan. Sur cette note du S, Nordine nous rejoint. J'espère que la connexion va mieux maintenant. Est-ce que je vous montre les fleurs, comme ça va vous permettre de… Voilà. Oh, c'est joli. Voilà. Je vais même les mettre comme ça. Nordine, tu nous entends? Alors, j'ai une question dans la même perspective, puisque c'est Hassan nous a parlé aussi de l'entrepreneuriat et de l'évolution, on va dire, des qualités et des compétences humaines que pourrait avoir l'entrepreneur ou le futur leader dans cette, on va dire, à travers cette expérience de l'introspection, comme il a dit c'est Hassan. J'ai une question pour toi, c'est Nordine, c'est que on aimerait bien un peu, à travers votre expérience, comprendre comment survivre au travail à distance. Parce que, bon, on a parlé tout à l'heure du leadership. J'avais une question pour toi par rapport à ce qu'on a appris ou ce que nous a appris le coronavirus sur le leadership. Mais je passe directement à une question plutôt sur le télétravail, sur le travail à distance et l'organisation en tant que collaborateur, pardon, et quel est l'impact sur le bien-être des employés de par votre expérience et de par le contexte actuel? Je ne sais pas s'il nous a entendus. Hein. Nordine, tu nous entends? Moi, je ne le vois pas. Nordine, tu es là? Tu es parmi nous? Tu nous entends? Peut-être qu'il faut juste… parce que le micro est coupé, c'est Nordine. Voilà, tu nous entends, Nordine? Moi, je ne le vois pas. Là, il est parmi nous. C'est juste… il a mis il a fermé son micro. Il a mis en mute. Sa caméra plutôt. Ah, ok. Et même son micro. Bravo, en attendant, je vais revenir vers Sana, puisque Hassan a parlé de compétences, de nouveaux métiers et de nouvelles expériences. Comme nous l'avons, on va dire, tous bien vécu, on a tous eu des mauvaises journées, de mauvaises expériences. Mais pour toi, Sana, est-ce que tu peux partager avec nous un moment où tu as pu surmonter ou bien tu as pu accompagner tes partenaires ou tes collaborateurs à surmonter une situation stressante au travail? Et quelles mesures avez-vous prises pour remettre le projet ou bien l'équipe sur les rails et comment avez-vous géré les émotions négatives? Voilà. Très, très grande question. En fait, je n'ai pas une idée en fait, là comme ça, mais les situations de stress, on peut tous les vivre parce que le stress, il fait partie de nous et c'est quelque chose c'est une réaction qui est tout à fait normale parce que ça nous aide à nous adapter à notre environnement et c'est normal pour que ça nous pousse à bouger. Maintenant, quand ça dépasse un peu les normes, ça devient du surstress, ça devient quelque chose d'ingérable. Et c'est vrai que dans l'entreprise, il y a certaines personnes qui vivent mal un certain nombre d'événements. Mais avant d'en parler, je voulais quand même te parler un peu du stress parce que à une époque, il y a eu les syndicats qui pensaient que le stress que vivaient ou le malaise que vivaient les employés dans l'entreprise était lié à l'environnement de travail.
Et donc, ça veut dire que si, par exemple, moi, j'ai un client qui me stresse, donc je dois chasser ce client, ce qui n'est pas normal. Les patronats disaient que le stress émanait de l'individu. Ça veut dire que c'est l'individu qui se crée lui-même son propre stress. Or, si tu mets les deux individus face à la même situation, l'un stresse et l'autre ne stresse pas. Et à la fin, ils se sont mis d'accord sur une seule définition du stress, qui est que le stress, c'est juste un déséquilibre qu'il y a entre la perception des contraintes liées à notre environnement, d'une part, et notre perception des ressources pour y faire face. Et donc, justement, dès qu'il y a un déséquilibre entre ces deux paramètres, il y a stress. Et là, justement, pour répondre à ta question, le stress, c'est quelque chose qui se gère. On apprend à gérer le stress, c'est à travers le travail sur soi. On passe par des situations, on s'observe. C'est important d'identifier la situation dans laquelle tu es. C'est un entraînement que tu peux faire pour pouvoir justement comprendre quelles sont les situations qui te rendent stressé. Moi, je donne souvent cette astuce aux gens, en fait, j'accompagne, c'est que quand on observe les situations qu'on vit à froid, on arrive à avoir un comportement plus ou moins adéquat à chaud. C'est-à-dire que j'invite les gens à la fin de la semaine ou à la fin de la journée de s'observer, de se dire quelle est la situation, vraiment le souci qui m'a poussé à me sentir stressée, qui a créé justement cette émotion négative en moi. Et par la suite, prendre le recul au moment où je le vis, je sais que je suis en train de le vivre. C'est le fait de conscientiser que je suis en train de vivre une situation de stress. C'est important de conscientiser ce qu'on ressent parce que quand on vit les choses de manière habituelle et on n'analyse pas et on ne s'observe pas, on continue à avoir les mêmes réactions. Par contre, lorsqu'on arrive à comprendre nos propres mécanismes de fonctionnement, on arrive à les gérer mieux. Autre chose qu'on fait, c'est que les gens, généralement, quand ils sont dans une situation stressante, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, il y a un certain nombre de symptômes. Je pense que le minimum, c'est de comprendre que ces symptômes-là, c'est juste que ton corps est en train de te dire et de tirer le signal d'alarme en te disant attention, il y a quelque chose qui se passe et qui risque de te nuire. Et donc, à ce moment-là, il faut prendre, c'est-à-dire de l'espace. Souvent, c'est-à-dire, on conseille aux gens de sortir du lieu du travail et de rentrer pour pouvoir justement changer d'espace, changer d'air, respirer, faire circuler l'énergie négative qui est à l'intérieur pour justement Ben justement, le fait de ne pas pouvoir sortir aujourd'hui du milieu de travail à cause de cette quarantaine, comment faire? Euh, Comment ouais, s'adapter? Bien sûr, le coaching, l'accompagnement, il faudrait se poser des questions et d'essayer de se faire aider. Mais quand on peut, quand on a les moyens, mais généralement, la plupart des jeunes, des dirigeants et même des parents, comme il a dit, c'est Hassan, dans l'encadrement de leurs enfants et des jeunes enfants, ils ont du mal, surtout dans ce contexte actuel où ils se retrouvent 4, 3, 4, 5 personnes des fois ou plus dans le même lieu de travail et d'études. Comment faire pour gérer cette situation et pour la rendre un peu plus, pour la diluer en fait, à en travers. fait, on n'est pas obligé de sortir physiquement. Tu peux sortir d'une situation en imaginant autre chose. Aujourd'hui, la neuroscience l'a démontré, lorsqu'on imagine une situation positive, on a une sécrétion d'hormones qui nous permettent de ressentir ce qu'on pouvait ressentir réellement si on la vivait. Donc,
pas forcément, même en étant confiné. Je ne sais pas qui des intervenants a parlé tout à l'heure de connexion et de, je ne sais pas si ils ont parlé de méditation, j'ai cru comprendre ça. Donc, c'est le fait de se recentrer sur soi, de se concentrer sur soi, juste le fait de prendre, se connecter à sa respiration, ça te permet justement de couper avec le dialogue intérieur, de couper avec ces pensées négatives, parce que le stress, c'est quoi? Le stress, c'est une pensée qui se traduit par une émotion. C'est pas, en fait, c'est mon interprétation des choses qui se traduit par une émotion à l'intérieur de moi. Et donc, si moi, je me connecte et je me concentre sur ma respiration, et comme le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps, ça me permet justement de prendre de l'espace par rapport à ce que je pense et de me concentrer, et ça me permet de faire le vide. Donc, on n'est pas obligé de sortir pour se déconnecter des pensées négatives. C'est un travail, c'est un entraînement. Tu sais, notre cerveau, c'est un muscle. Il a besoin de respirer, il a besoin de s'oxygéner. Et malheureusement, justement, avec le digital aujourd'hui, on est dans une surconnexion extraordinaire, ce qui fait qu'on est connecté à l'extérieur et malheureusement, on n'est jamais connecté à soi. Et justement, ce confinement dans lequel on est aujourd'hui a ramené beaucoup de personnes à penser les choses autrement. Même si on se connecte à l'extérieur, on arrive à prendre un moment pour nous, pour justement se poser les bonnes questions. C'est ces moments-là qui permettent à la personne de se connaître. C'est ces moments-là où tu laisses ton imaginaire errer et tu fais le vide dans l'intérieur de toi qui te permet d'agrandir encore un peu l'espace pour pouvoir recevoir autre chose. Excellent, merci beaucoup Sana. Alors, je vais essayer de joindre notre ami Senordine. Tu es là? Oui, je suis là. Alors, Et- sur cette bonne note, je reviens vers toi pour te poser une question sur ce que nous apprend le coronavirus sur le leadership qui est en train de changer en plein mouvement. Et toi qui es expert en matière de changement et d'accompagnement des organisations et des personnes dans le changement, comment survivre au télétravail et au stress, mais surtout en tant qu'organisation et en tant que dirigeant et décideur. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes, mais pas de façon interrompue par moment. Et j'aimerais partager ça. Peut-être que tout n'est pas nouveau, qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus anciennes. Si on est en sécurité chez nous et qu'on n'est pas en manque, euh, contrairement à beaucoup de gens qui sont dans le besoin et qui ont besoin de sortir aller travailler, qu'est-ce qui se passe pour nous en fait? On échappe au flux avec lequel on est depuis quasiment notre connaissance. Nordine, je préfère que tu sortes du Zoom et on se connecte sur WhatsApp. Je vais t'appeler tout de suite et comme ça, on peut réellement entendre ce que tu vas dire parce que ça coupe à chaque fois. D'accord, Moi, sur WhatsApp, ça serait mieux. Alors, juste un très moment, bien. chers amis. Alors, voilà. Voilà. Est-ce que vous entendez? Moi, oui. Vous entendez. Très bien. Alors, on t'écoute. Mettre un casque comme ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. C'est bon pour vous? Tout le Oui, monde oui. entend? Très bien. Ok, on t'écoute. Oui. Alors d'abord, j'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu des bribes sur le stress, apprendre à respirer, se détendre, s'appuyer sur sa capacité d'imaginaire. J'ai entendu aussi des choses, penser aux autres, très très important. Et puis j'ai repensé que peut-être qu'on devrait intégrer l'idée que ce qu'on vit n'est pas nouveau. C'est assez ancien en fait. Bien plus grave
ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité, des guerres, la peste au Maroc, il y a eu des famines dans les années 60, il y a eu le choléra, il y a eu la typhoïde. Ce qui est nouveau, c'est que d'un seul coup, ce soit partagé universellement. Ce qui est ancien, c'est que d'un seul coup, on est rendu à nous-mêmes. Parce que, comme tous les citoyens de différents pays, sauf dans des zones où l'État n'est pas organisé, on est dans un flux. On est dans un flux d'injonctions, de formation. On nous dit ce qu'il faut faire, on nous fait choisir, on nous dit est-ce que vous préférez ceci ou cela, etc., etc. En fait, on est guidé. On est dans des sociétés où on est extrêmement guidé et il y a peu de place pour l'introspection, comme le disait Hassan. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'au fond, si on n'est pas en danger, si on a de quoi manger, si on est entouré par des gens qu'on aime, on peut constituer quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience de se réapproprier de soi-même, se réapproprier de notre vie. Au fond, faire une chose que mon grand-père et ma grand-mère qui vivaient à Fès avaient naturellement. Ils étaient propriétaires de leur vie. Personne ne leur disait ce qu'il fallait faire. Nous, on est dans une société très médiatisée, très accompagnée. Il y a des formations partout, il y a des experts partout, il y a des sachants partout. Et on développe très très peu l'idée qu'on puisse nous-mêmes apprendre à faire avec la complexité. Alors tout à l'heure, Hassan disait une chose très intéressante sur la complexité. Effectivement, la complexité, pour beaucoup de gens qui ne sont pas préparés à ça, et notamment des gens qui ont fait des études extrêmement académiques, la complexité, c'est apprendre à se préparer à faire avec tout ce qui arrive. Alors, c'est très très important dans des formes d'organisation contemporaine. Moi, ce que j'appellerais tout ce qui tourne autour du pouvoir moderne. Le pouvoir moderne, c'est quoi? C'est vraiment la complexité. C'est une organisation très plastique qui est tout le temps en mouvement. On ne sait pas qui dirige quoi. Il y a une multitude d'axes et d'orientations qui permettent d'articuler une relation à l'écosystème. Ça fonctionne en réseau. Et si on n'est pas préparé à ça, eh ben on est perdu, on a l'impression que personne ne dirige. Ce qui est vrai, parce que tout le monde dirige. C'est-à-dire que la norme dans ces entreprises qui fonctionnent sur le pouvoir moderne, la norme se fait par la relation. Et alors, dans ces cas-là, on peut avoir la nostalgie du pouvoir traditionnel qui cherche la stabilité, qui est inspiré par la tradition militaire pyramidale, qui est le schéma de l'industrie lourde, avec une norme qui est imposée du haut. Alors, ces deux normes, ces deux types d'organisation font qu'on est plus ou moins bien dans un métier ou dans une industrie ou dans une pratique professionnelle ou même non professionnelle. C'est-à-dire que si on est prêt à être dans une autonomie maximale, à faire avec ce qui arrive, on sera plus à l'aise dans des organisations qui sont structurées sur le pouvoir moderne. C'est-à-dire où la mobilité, par exemple, et l'agilité sont très très importantes. Si on a besoin d'être protégé, si on n'a pas pris l'habitude d'être autonome dans nos décisions, on sera plus à l'aise et donc on sera plus dans un bonheur, entre guillemets, si on est intégré dans la hiérarchie d'une organisation traditionnelle. Exact. Alors, voilà. Alors, dans ces deux cas, la question du leadership se pose différemment. De façon traditionnelle, dans le pouvoir traditionnel, le leadership, c'est la vision, le charisme, le pouvoir. Ouais. Et dans la tradition du pouvoir moderne, le leadership, c'est quoi? C'est la reconnaissance de l'autre, la valorisation des talents, la capacité d'animation, la capacité d'intuition. Voilà. Et alors, on n'est pas tous faits pour être dans les deux pouvoirs. C'est très très rare les gens qui peuvent passer de l'un à l'autre. Je me souviens que dans tes questions, quand tu m'as proposé de participer à cette conversation, tu m'as posé la question transgénérationnelle. Exactement. D'ailleurs, j'y arrivais. C'est prévu dans nos échanges. Effectivement, on s'intéressait plutôt à comment créer cette synergie intergénérationnelle. On avait parlé entre nous de la transgénération, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est aussi
l'intergénération. Il y a l'ancienne et la nouvelle génération. L'ancienne génération, aujourd'hui, elle a du mal aussi à s'adapter. Elle a du mal à accompagner ce changement. Et surtout, je parle de leaders qui font partie de ce pouvoir traditionnel et font partie de cette organisation pyramidale qui ont du mal à faire confiance, à être dans l'agilité, dans l'intuition, comme tu as dit, pour se transformer et aller vers le pouvoir moderne. Mais à ton avis, est-ce qu'il y aura une rupture ou une continuité? Comment ça va être organisé, à ton sens, dans le futur et après cette crise? Alors, d'abord, je pense que la question digitale, elle est dans l'air, elle est activée depuis 20 ans. Donc, on n'est pas en train de découvrir le digital. Il y a peut-être des choses qui s'accélèrent maintenant et qui rentrent plus dans la pratique quotidienne. Sur la transition, la transmission, j'ai participé à énormément d'accompagnement et de formation pour former des gens qui venaient du pouvoir traditionnel à entrer dans une forme plus mobile, plus agile. Et je suis au regret, après 15 ans d'essai, de vérifier que cette transition est dans beaucoup de cas impossible. Dans 95% des cas, l'ancienne génération qui vient du pouvoir traditionnel n'arrive pas à trouver la liberté, à trouver les marges de manœuvre, à trouver l'autonomie, ni les outils d'ailleurs, pour entrer dans la complexité. Ouais. Donc, quoi faire? Former, au bout d'un moment, on n'a pas de résultat. Ouais. Comment transformer les organisations? Moi, les recommandations que j'ai faites au bout du longtemps, de 20 ans d'expérience, c'est recruter. En fait, la rupture se fait par le recrutement. Il faut faire rentrer de nouvelles compétences. Oui. Et il faut faire rentrer des gens qui, aujourd'hui, sont préparés, formés, ont appris à travailler dans la complexité. Et les anciens, il faut peut-être voir quelles sont les qualités et la valeur des anciens. Dans beaucoup de cas, ils ont une connaissance terrain très, très importante. Ils ont une connaissance des hommes très importante. Donc, ça peut devenir des managers, ça peut devenir des gens qui accompagnent toutes ces personnes qui savent comment faire avec la complexité. Donc, pardon, juste reformuler et j'ai bien compris l'idée, c'est que comme solution, on aura besoin de recruter de nouvelles compétences qui pourraient être éventuellement aussi de l'ancienne génération parce que c'est des compétences, c'est une expérience qu'il ne faut pas perdre, qu'on pourrait l'utiliser pour s'armer et armer cette nouvelle génération et leur apprendre à travailler dans la complexité. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les talents de manager acquis par l'expérience dans des métiers qui sont plutôt liés au pouvoir traditionnel pourraient accompagner toutes les personnes qui ont des compétences de complexité. Donc, c'est simplement arrêter de faire l'erreur qu'on a fait dans beaucoup d'organisations, qui consiste à faire monter des experts dans des postes managériaux. Je pense qu'il faut bien différencier les experts ou certains managers sont des gens de la complexité. On n'a pas besoin de faire en management. On n'a pas besoin. On peut tout à fait... Moi, le plus grand manager que j'ai vu de ma vie, c'était un ancien footballeur américain. C'était un manager extraordinaire, dirigeait une multinationale mondiale et il ne connaissait rien au métier des experts. Mais il savait tout à fait aimer, apprécier, valoriser les hommes et les équipes. À l'intérieur, les équipes s'occupaient de la complexité. Peut-être on devrait penser à intégrer dans des postes managériaux des compétences qui viennent d'autres domaines, peut-être. Amener quelqu'un du secteur de la culture ou du sport vers le monde industriel et vice-versa.
ramener les gens et recruter des gens de l'industrie et les mettre dans les métiers de la culture, matcher les deux. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une des solutions? Écoute, moi, ma grande découverte, c'est quand j'ai été recruté il y a 20 ans par une multinationale qui cherchait à développer l'intelligence collective. Et ils sont venus chercher un metteur en scène et je connaissais rien au business. Je n'avais aucun langage business ou industriel. Je ne savais pas d'ailleurs que j'avais les compétences que eux avaient déterminées. Ce que j'ai comme compétence en fait à l'époque, ce 30 ans que je faisais du théâtre, que je dirigeais des équipes, c'est que je savais harmoniser 30 ou 40 métiers différents. Je savais faire travailler les gens ensemble. Quand j'étais metteur en scène, je m'occupais de financement, de production, de comptabilité, de recrutement, de conception, d'ingénierie, de construction, d'agenda, de gestion des personnes, etc., etc. Mais tout ça, je ne le savais pas parce que moi, j'étais passionné par Shakespeare et par Sophocle. Et quand j'ai commencé à travailler pour cette multinationale, ils m'ont dit, mais c'est incroyable tout ce que tu sais faire. Donc, tu vas nous aider à préparer les très grosses sociétés à travailler de façon transdisciplinaire pour produire une plus grande cohérence et une plus grande fluidité. Et en fait, c'est un talent que je n'avais pas, que j'ai appris. Et moi, je partage ton avis. Je pense que dans la culture anglo-saxonne, et notamment américaine, c'est assez courant d'aller chercher des compétences dans d'autres métiers. C'est très rare encore en France. On a encore cette espèce de culte du diplôme des grandes écoles, et au Maroc aussi, je crois qu'on est sur le même schéma. Exact. Mais j'ai travaillé il n'y a pas si longtemps avec le directeur de la transformation d'une très très grosse société mondiale. C'est un ancien champion de natation français. Et c'était un type formidable. C'était facile de travailler avec lui. Il était enthousiaste, il avait envie, il avait le goût de la compétition, le goût de l'effort. Enfin, il avait déjà intégré un certain nombre de qualités et que, quel que soit le métier, il aurait pu exceller et accompagner. Alors, moi, ça me fait penser à une chose dont je t'avais parlé, et je vais m'arrêter là. Je crois qu'un bon leader, si on veut chercher cette notion de leader, il faut qu'il rentre dans ce qu'on appelle en mathématiques le principe des qualités requises. C'est-à-dire un leader qui a moins de qualités que les gens qu'il dirige ne peut pas diriger les gens. Donc, il faut qu'il ait plus de qualités. Des qualités comme, tu peux nous donner des exemples? Comme c'est des qualités morales et des qualités techniques. C'est la reconnaissance, c'est l'abnégation, c'est le courage, la vitesse, la confiance. Alors, c'est un mélange de qualités personnelles et de valeurs. Si le dirigeant n'a pas cet éventail, il ne peut pas rassembler des gens très différents. Et dans une entreprise, on a besoin d'avoir des gens très différents. Parce que sinon, l'entreprise fonctionne à cloche-pied. Elle va faire appel à des consultants externes, elle va essayer de boucher les trous en prenant des intérimaires, en organisant des missions de conseil, etc. Il faut que l'entreprise intègre des gens très différents et donc il faut que les leaders soient capables d'apprécier des qualités différentes. La lenteur pour certains postes et la pertinence et la rapidité pour d'autres postes. C'est pas la peine que tout le monde soit rapide dans une entreprise. Il y a des gens qui soient lents, méthodiques, précis. Par contre, il y a des gens qui doivent être rapides. Par exemple, les commerciaux, il faut qu'ils soient rapides. Mais ceux qui font l'ingénierie, on ne leur demande pas d'être rapides. Ceux qui font la production, on leur demande, etc. Donc, c'est vraiment, si on regarde la relation... Donc là, il faudrait qu'on revoie un peu le positionnement le positionnement des métiers et leur relation et leur rapport avec ces différentes qualités, et comment le leader devrait apprendre à apprécier davantage ces qualités, et compétences, qu'elles soient au niveau interpersonnel ou au niveau technique. C'est bien ça? Oui. Très bien, merci beaucoup Nordine. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose? Parce que là, on a d'autres questions. Je suis là, je vous écoute, je vous suis. Donc, si jamais tu veux que je revenir vers moi, très bien, tu restes avec le WhatsApp, il n'y a pas
souci. Donc, je vais switcher sur cette note, on va dire, sur la note des compétences pour aller vers Fatem Zahra et lui poser la question. Alors, en fait, ma question, elle va dans la continuité de ta réflexion et poser une question un peu plus orientée jeunesse pour Fatem Zahra Touzani. Tu es là? Tu nous entends? Je suis là, je vous entends parfaitement. Très bien. Donc, comment, maintenant, comme a bien décrit Nordine, on oriente un peu vers une création de nouveaux métiers. À ton avis, quels seraient les métiers des jeunes leaders de demain et comment on pourrait les accompagner pour mieux intégrer l'entreprise de demain? Sachant qu'il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui seraient lauréats demain plutôt. On a des jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche d'opportunités et d'emplois. À ton avis, où est-ce qu'on pourrait les orienter et comment les accompagner? C'est une très grande question. Et pour te répondre en toute franchise, Pour une je vais grande te dire, Fatem Zahra. non, je vais te dire en toute franchise, comme merci, mais en toute franchise, ni moi, ni toi, ni personne ne pouvons répondre avec exactitude à cette question. Tu sais, au Forum économique mondial, le World Economic Forum, dernièrement, on a mené en fait, c'est l'entité mère des Global Shapers Community. On a mené une enquête sur ce qu'on a appelé de Future of Jobs l'enquête le futur de l'emploi. Et ben, on s'est rendu compte que l'une des principales conclusions, c'est que nos enfants, aujourd'hui, qui vont à l'école, ben, on va les former. Et 60% des métiers qu'ils vont exercer n'existent pas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, juste 60%. 60% des métiers de demain que nos enfants vont devoir exercer, on ne les connaît pas. C'est pour ça que je pense que c'est Hassan qui le disait tout à l'heure. En termes d'éducation, ben, nos programmes d'éducation doivent évoluer. Nos programmes, on ne peut plus se permettre d'enseigner uniquement ce que l'on appelle communément de nos jours les hard skills. On ne peut plus. On ne peut plus se le permettre parce que les métiers de demain, on n'a pas cette certitude. On a besoin de design thinking. On a besoin de développer ce que l'on appelle les soft skills. On a besoin de développer notre manière de réfléchir. On a besoin de savoir gérer des situations complexes. On a besoin de savoir gérer nos émotions. On a besoin d'avoir cette capacité et cette compétence d'agir sous l'effet de la pression et d'agir rapidement. Ça, ce sont les compétences dont on aura besoin pour les métiers de demain. Mais à quoi vont ressembler exactement les métiers de demain? Je suis incapable de te répondre. Et l'une des dernières études que j'ai lues avec beaucoup d'attention, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, a démontré que 60% des métiers de l'avenir, ben, on ne sait pas à quoi est-ce que ça va ressembler. Tu sais, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé du temps de la révolution industrielle. Tu sais, on ne savait pas forcément à quoi allait ressembler. Donc, on est passé au fait par plusieurs révolutions. On est passé par la révolution agricole, on est passé par la première révolution industrielle dans les années 1800, on est passé par la Digital Revolution et on a assisté à des naissances de nouveaux métiers que l'on connaît aujourd'hui, notamment les personnes qui gèrent les réseaux sociaux, les community managers, etc. Tout ça, ce sont des nouveaux métiers, mais le monde va à une vitesse tellement rapide. D'ailleurs, on parlait de quatrième révolution industrielle et je pense que post-Covid, on parlera d'un autre type de révolution. Donc, à quoi vont ressembler les métiers post-Covid? Parce que moi, je crois fermement qu'il y a un avant et un après Covid. En tout cas, l'optimiste en moi l'espère et espère vraiment qu'il y aura on se recentrera sur l'essentiel, etc. Les participants diraient l'intelligence artificielle, COT, je ne sais pas ce que c'est une abréviation d'un métier futur. Voilà, ça démontre que je ne sais pas parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas encore. L'intelligence artificielle, on commence à la connaître et à la voir. Donc, Connected Objects Technologies. Merci beaucoup, c'est Samuel Hameri. Il nous a un peu
on va dire, présenter brièvement les métiers du futur qui sont connus aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Comme tu as dit, Fatem, 60% ne sont pas encore connus. Mais sur cette note-là, je vais revenir à ces métiers-là, effectivement, ils ne sont pas connus, mais on a besoin de s'adapter. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle, puisque vous avez parlé de bien-être et de bonheur, on en a parlé depuis tout à l'heure, il y a aujourd'hui des organisations qui disposent de programmes de bien-être. Bien sûr, si Hassan, il pourra nous en dire plus. Moi, je veux te poser une question. Comment l'adapter? C'est-à-dire, pour les entreprises qui ont déjà ce process, qui sont déjà engagées dans la RSE, par exemple, ou autres, et qui ont déjà cette approche et réflexion vers le bien-être de leurs employés, je crois qu'ils sont sur ils sont pas nombreux, en tout cas au Maroc. À ton avis, comment adapter ce programme à l'ère du digital pour concilier bien-être et performance? Mets ton micro parce qu'on ne t'entend pas. Alors, comme toutes les questions de Myriam, heureusement que j'ai mis des fleurs à côté, parce que ces questions, comme elles sont pertinentes, j'ai besoin de temps en temps de jeter un coup d'œil sur ces fleurs et de décharger. Quand tu parlais de quels sont les nouveaux métiers du monde nouveau, moi, je pense que, comme disait Jean-Jacques Rousseau, si on peut permettre à la jeunesse d'apprendre à vivre, on aura réussi. Maintenant, dans vivre, il y a tout. Il y a apprendre, désapprendre, réapprendre, entreprendre, comprendre pour se surprendre. Si on peut finir tous les métiers, je pense que dans 2 ans, ils vont être dépassés. On peut aujourd'hui parler des métiers de la vie. Dans 2 ans, on découvrira autre chose et on va devoir désapprendre pour réapprendre. Ce sont les seules compétences qu'il faut aller chercher aujourd'hui, la capacité de s'adapter, d'être flexible, de ne pas s'embarquer dans de grosses organisations, mais de rester flexible et de changer de paradigme, de changer de mindset et de surtout apprendre à vivre parce que nous sommes en train de faire le constat que ça n'allait pas et donc là, on est en train de découvrir qu'il faut que ça aille autrement pour qu'on puisse retrouver le temps de vivre, d'aimer, de pardonner, de progresser, de méditer, de lire des livres qu'on n'avait pas lus. Ça ne sert à rien d'être un super entrepreneur imbécile. Mais ça ne sert à rien non plus d'être heureux et imbécile. Donc, je pense qu'il y a ce changement de organisation, en tant qu'organisation, en tant qu'organisation. Oui, j'arrive à ta question. Quand on pose la question sur le bien-être, et là, je fais un petit clin d'œil à Sana, dans le link qu'elle faisait entre le bien-être et la performance. Moi, dans ma recherche doctorale, j'étais allé voir une trentaine d'entreprises qui avaient plus ou moins mis au pas ou peu des outils, des process, des dispositifs. Ce que je voulais te dire, chère Myriam, et à nos auditeurs, c'est que le travail de demain ne sera pas comme celui d'hier. Le 1er mai de cette année a été le 1er mai des travailleurs et des télétravailleurs. Ouais. C'est la première fois qu'on va fêter, on va faire des manifs en ligne. C'est la première fois que les gens ils vont faire des marches du 1er mai en ligne. Et donc, le 1er mai qui symbolise la fête du travail, des travailleurs et des télétravailleurs, va imposer également à ces entreprises qui est dans la mise en place d'outils, de process, de dispositifs de bien-être au sein de leur organisation, de les adapter, de les changer, de les transformer. Je donne un exemple. Quand on parle de bien-être au travail, on ne peut pas ne pas citer en chapeau le manager qui donne du sens. Il faut avoir du sens, il faut savoir pourquoi on se réveille, pourquoi on va prendre la route. Là, aujourd'hui, si on pose la question à beaucoup de gens qui vont avoir leurs entreprises en difficulté, qui vont fermer, qui n'ont pas de quoi payer les salaires, etc., la vision, c'est comment trouver le moyen de payer les salaires, comment faire face aux charges du mois d'avril, du mois de mai. Et donc, la question de sens, la question de la gratitude,
quand on l'exprime avec les outils qui étaient jusque-là disponibles et existants dans certaines entreprises, comme tu le disais sur la RSE, c'est qu'on va aller voir les gens, on va leur dire bonjour, on va aller manger ensemble, on va pouvoir sortir. Là, avec la distanciation, avec le télétravail, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de la tapette. On doit inventer autre chose. On doit parler beaucoup plus d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée dans le télétravail. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui le constatent, en télétravail, on travaille plus. Et chez nous, le foyer, la maison qui était le lieu de repos devient le lieu où on va faire des réunions, des conférences. Nous avons le fils à côté qui est en train de faire le téléenseignement, sa maman dans une téléconférence, le papa dans une autre téléconférence. Et ce foyer qui était le lieu du repos, du bien-être, du retour à l'équilibre, etc., c'est là où on va discuter des indicateurs, c'est là où on va à 18h voir les… Donc, moi, je pense que les outils qui existaient et qui ont été travaillés, parce que je pense, ne serait-ce que le CJD, on a travaillé pendant plus que 10 ans sur les outils à mettre en place au sein des organisations, le respect, par exemple, l'équité, la rémunération à sa juste valeur, l'écoute, la communication. Quand je parle de communication, au jour d'aujourd'hui, on est en train de basculer de la vie publique, de la vie privée à la vie publique. Tout devient public, alors que nos organisations sont encore privées, c'est-à-dire on a encore des informations dans les conseils d'administration qui ne se partagent par rien du tout, alors que nous avons les mêmes actionnaires, eux-mêmes, ils peuvent poster leurs photos en famille, sur des plages ou ailleurs. Et donc, c'est ces changements de paradigme qui amènent la notion de performance à revoir. Le bien-être et la performance, c'était mon sujet de thèse. Et donc, il y avait la question de la performance individuelle, la question de la performance collective, la performance sociale, la performance curative, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on va se rendre compte que si on veut que les gens soient performants, il faut qu'on oublie le micromanagement. Il faut qu'on laisse de la liberté aux gens pour qu'ils puissent innover. Le Maroc, on a eu une expérience magnifique. Beaucoup de jeunes ont conçu des respirateurs, ont conçu des masques, ont conçu des masques intelligents, des applications en ligne. Ils ont mis à contribution des plateformes éducatives. On leur a laissé l'espace, on leur a donné la chance d'exister, on leur a donné la chance de briller et on était là pour les mettre en valeur. Et je pense qu'on va certainement récupérer des outils du bien-être tel qu'il se vit dans l'entreprise ou l'organisation classique pour les adapter et les retransformer. Maintenant, il y a, à mon avis, un bémol qui est hyper important. Les entreprises qui étaient dans le bien-être, dans le happy at work, dans le best place to work, etc., et qui se retrouvent du jour au lendemain en difficulté et qui doivent, pour des raisons économiques, licencier des gens, alors qu'il y a 3 mois, 6 mois, on avait fait un super team building, on s'était tous, on est des amis, on est des potes, on est comme ça, on est solidaires, et les contraintes font qu'on va devoir se séparer de certaines personnes. C'est aussi je remercie beaucoup Nordine quand il parlait tout à l'heure d'un nouveau type de leadership qui devra avoir le courage, comme il faut avoir le courage d'être heureux, il faut aussi avoir le courage de maintenir les organisations en vie. Il faut pouvoir faire des choix. Ils sont durs, mais c'est la part d'imperfection que chacun de nous devra avoir. Je pense que, et je rejoins parfaitement Fatem Zahra quand il dit, il est prématuré de parler de nouveaux métiers, de nouveaux emplois. Je pense qu'il y a des compétences humaines, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des compétences managériales au sens large, au sens générique, qui vont se greffer. Il est possible que demain, ça sera les métiers de l'agriculture, parce qu'on verra que l'humanité, il va y avoir 10 milliards de bonhommes, et que si on n'arrive pas à nourrir l'humanité, peut-être qu'on parlera aussi de ça. Si, je ne sais pas, dans 2 ans, il va y avoir un autre virus d'une autre nature, il va falloir aussi réinvestir dans le champ de la chimie, de la physique, etc. Sana disait tout à l'heure faire le vide. Je vais clore avec ça. Quand on est physicien ou astrophysicien et en même temps philosophe, on pose la question de quoi le vide est-il plein?
Et donc, cette capacité de ce vide, c'est en même temps une invitation à le remplir par autre chose. Beaucoup de gens cherchent à gagner du temps, mais ils oublient de le remplir par la vie. Et donc, ça devient contre-productif. On cherche à faire le bien-être au sein des entreprises qui vont mourir. Et donc, ce n'est pas… il y a une dimension que le CJD porte haut et fort, c'est que la performance n'a de sens que quand elle est globale, c'est-à-dire économique, elle est sociale, elle est sociétale et elle est environnementale. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette question. Et je vais revoir encore une fois mes fleurs, comme ça je télécharge un peu de beauté. Voilà. Ça c'est pour Nordine, il ne les a pas vus peut-être tout à l'heure. Voilà. Ça c'est le cadeau Casablanca. Micro. Myriam, tu mets ton micro. Pardon. Je disais merci beaucoup, Hassan. C'est excellent. Merci pour le bouquet de fleurs encore une fois. Mais sur cette note de la performance et écologique, sociale, économique, environnementale, j'aimerais rebondir sur cette question-là et aller vers notre chère Sana, que j'aimerais qu'elle nous parle un peu plus sur, et que on va dire, qu'elle nous présente un peu son point de vue par rapport à l'impact. Bien sûr, tout le monde commence à s'y mettre aujourd'hui, la RSE et son impact sur le changement et l'accompagnement des talents et leur engagement au niveau social aussi. Peut-être Fatem Zahra pourrait en dire un peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, on vit une réelle, un nouveau, on va dire, une nouvelle mode, c'est l'engagement des employés et des entreprises dans la vie sociale, dans le volontariat, par exemple, dans la solidarité. Est-ce que tu penses que cela pourrait nous aider à améliorer ce bien-être en entreprise et chez les dirigeants et les leaders de demain? Le micro. Est-ce que tu veux reprendre ta question, s'il te plaît? Je disais que j'aimerais bien avoir ton avis et de par ton expérience sur l'impact et sur le futur de cet engagement, cet engouement qui est sous forme d'une mode. Est-ce que tu penserais que sur la note qu'a dit notre ami Hassan par rapport à l'importance des notions de l'écologie, l'économie, le côté social par rapport à la performance, comment tu vois cette évolution au niveau comportemental et au niveau managériel chez les dirigeants, sachant qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'actions volontaires? Est-ce que ça devrait être dans la continuité ou bien est-ce que c'est passager ou bien il faudrait revoir l'engagement on va dire l'engagement social dans nos organisations, qu'elles soient au niveau public ou dans le secteur privé. Comment tu sens ce mouvement et cette nouvelle vague, cette nouvelle mode? Je pense que ce n'est pas une nouvelle mode. En fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont commencé à… En fait, il y a de plus d'entreprises qui ont commencé à s'inscrire dans ce processus-là. Mais avant, il y a de grandes entreprises marocaines qui travaillent beaucoup, en fait, qui ont des actions sociétales, notamment en termes de mentoring qu'ils font au niveau des écoles, des universités, des lycées. Et je pense que aussi l'effet Corona a fait que ça a créé une sorte d'envie d'être solidaire, d'envie de donner. La preuve, c'est que tout le monde a commencé à donner, chacun de ce qu'il sait faire. Ce webinaire-là, c'est une forme de don. Tout ce que, en fait, on voit sur les réseaux sociaux des groupes qui ont été créés pour donner, pour aider. Et je pense que c'est aussi une façon d'augmenter son bonheur. Parce que pour moi, le don,
c'est quelque chose qui nous ramène un bien-être et un bonheur extraordinaire. Et ça, c'est prouvé aussi scientifiquement. C'est lorsqu'on donne, c'est là où on reçoit vraiment. Et je pense que les entreprises aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de continuer comme ça parce que cet engouement aujourd'hui qu'on a vécu, je pense qu'il va continuer. Je l'espère en tous les cas. Je l'espère parce que aujourd'hui, on a compris tous qu'à travers ce virus, on est tous liés les uns aux autres. Si moi je me protège pas, si je me protège moi et je protège pas mon voisin, je risque le lendemain de sortir sans masque et je risque d'attraper le virus. Donc finalement, c'est une sorte de solidarité qui est pour moi indispensable, et que ce coronavirus, il nous a montré vraiment qu'on ne peut pas vivre chacun pour soi, alors qu'on doit vivre pour tous. Maintenant, je reviens à ta question par rapport au changement de la perception de la performance dans l'entreprise. En fait, si j'ai bien compris un peu ta question, je pense qu'avant, on reliait la performance à la pression. C'est que les entreprises pensaient que quand il n'y a pas de résultat, il fallait qu'on mette la pression sur les collaborateurs. Alors qu'on a vu qu'avec le nombre de burn-out et le nombre de dépressions que les collaborateurs ont commencé à avoir, on a constaté que finalement, ce n'est pas une bonne méthode de faire. Et donc, finalement, avec la psychologie positive, on tend vers un management beaucoup plus, c'est-à-dire plutôt positif, plutôt encourageant, plutôt motivant, plutôt comment dirais-je, stimulant le bien-être dans l'entreprise, et c'est ça qui va créer une performance durable dans l'entreprise. Et si je me permets de dire une chose, c'est que le manager aujourd'hui ou le leader, pour qu'il soit vraiment, pour qu'il puisse manager, il faut qu'il travaille déjà sur lui, parce qu'un manager qui est stressé, c'est un manager stressant. Par contre, s'il est positif, il est encourageant, il diffuse une ambiance positive agréable, ses collaborateurs, ils vont le sentir et ça va se répercuter sur leur performance. C'est juste pour compléter un peu ce qu'a dit notre ami Hassan. Je voudrais aussi parler en fait du sens. Il a parlé tout à l'heure de donner du sens à ses collaborateurs. J'ai une petite histoire par rapport à ça. Il y avait un moine qui marchait sur un chemin et il a trouvé 3 tailleurs de pierre. Et ces 3 tailleurs de pierre, ils avaient en fait un nombre de pierres à côté d'eux et ils étaient en train de tailler. Le premier, il n'était pas très à l'aise avec ce qu'il faisait, donc limite, c'était quelque chose de désagréable pour lui. Le deuxième, bon, il était un peu neutre. Et le troisième, il était vraiment dans le punch, et il était heureux. Et il avait beaucoup plus de pierres à côté de lui qui étaient bien taillées et jolies. Donc, il passe, il voit le premier, il lui dit qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, tu vois pas ce que je fais, hein, je taille des pierres. Ok, merci, j'ai compris, excusez-moi de vous avoir dérangé. Il passe au deuxième. Il lui dit, qu'est-ce que vous faites? Il lui dit, je construis un mur. Et quand il passe vers le troisième, il se retourne avec la banane, il est tout heureux. Il lui dit, qu'est-ce que vous faites? Il lui a dit, je suis en train de construire un palais. Donc, c'est ça, en fait, donner un sens. C'est qu'à chaque fois qu'on donne un sens à nos actions, à chaque fois qu'on donne le sens aux actions de nos collaborateurs, ça nous permet de nous accrocher à quelque chose et ça permet aux gens de comprendre le sens de ce qu'ils font et de le faire avec plaisir. Et ça crée de la motivation et ce qui crée par la suite la performance. Il y a d'autres éléments qui peuvent stimuler justement la motivation des équipes dans l'entreprise. Avant, on parlait de la motivation extrinsèque, c'est-à-dire le bâton et la carotte. C'est plus le cas, on peut plus le faire. Moi, j'étais dans le poste de DRH et je ne pouvais pas à chaque fois donner la carotte à des gens qui ont bien travaillé. Et donc là, on parle de motivation intrinsèque qui est basée sur comment créer le plaisir et le désir, l'envie
chez les collaborateurs. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est avec une génération un peu spéciale. Ce qu'on appelle un peu la génération Y, c'est des gens en fait qui n'obéissent pas parce qu'ils le doivent, ils obéissent parce qu'ils en ont envie. Donc le mode de fonctionnement aujourd'hui et la manière dont on conçoit les choses et le management et le leadership doit aller dans ce sens. On est là pour stimuler les collaborateurs et leur donner envie d'être là et d'appartenir à une entreprise. Et on a tout à gagner à faire ça. Excellent. Merci beaucoup, Sana. Merci à tous. Je pense que finalement, ce virus est une bonne chose, hein? Vous ne trouvez pas? Parce que Ah oui. Moi, j'avais sorti une capsule sur un jour, on remerciera Corona. Donc, moi, je la remercie déjà avant que ça se termine. Il y a que des belles choses. C'est Hassan l'a bien dit. Il faut se recentrer sur soi. Ça va nous apprendre d'apprendre à réapprendre et à apprendre à comprendre et à apprendre pour se surprendre. C'est bien ça? C'est les bons mots? Excellent. Donc, moi, je trouve que c'est un sujet qui est assez riche. En fait, c'est un débat qui, dans la continuité la relation du digital et du bonheur à travers le leadership n'a pas, on va dire, cette histoire, elle vient que commencer et elle a encore du chemin à faire et encore beaucoup de choses à prouver, que ce soit que ce soit pour le digital en lui-même, comme technologie, mais aussi des personnes et de leur perception des choses et de leur perception du bien-être et du bonheur. Mais j'avais une question, je crois, un peu pour tous. Mais avant de vous poser la dernière question pour conclure, parce que je crois qu'on est arrivé un peu au bout du chemin, nos participants ont fait pas mal de commentaires, nous ont partagé pas mal de commentaires. Meriem, si tu peux m'excuser, s'il te plaît, si tu peux m'excuser vraiment très rapidement, j'aimerais rebondir sur quelque chose qui me touche particulièrement, parce que là, vous avez parlé d'engagement associatif et de sens que nous donnons. Et honnêtement, moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on marque un tout petit temps d'arrêt pour nous rendre compte ici que nous sommes quelque part tous des privilégiés. Nous tous, quelque part, nous sommes des privilégiés. Nous avons la chance de pouvoir être confinés chez nous dans de bonnes conditions. Nous avons à manger, nous avons à boire, etc. Donc, par devoir moral et par intégrité émotionnelle, à chaque fois que j'interviens, j'aime le dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui vivent moins bien le confinement que nous et qui sont plus dans ce souci de vivre et survivre plutôt que de l'analyser philosophiquement comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. D'ailleurs, effectivement, ça me ramène le rapport mondial sur le bonheur qui a été initié cette année par les Nations Unies était sur le bonheur et la migration. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on parle de bonheur, c'est une perception, certes, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les b.a.-ba et le minimum pour avoir un niveau de bonheur, on va dire, respectable. Absolument. Et que la société peut proposer à différentes échelles. Absolument, et ça me ramène à une idée que j'aurais aimé partager. Au fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept de shame of privilege, avoir honte de son privilège. Moi, je l'ai découvert avec Wadi Aït Hamza, qui est le Head of the Global Shapers Community, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je l'ai vécu et je l'ai supporté pendant très longtemps sans savoir ce que c'était. C'est-à-dire que des fois, je pouvais être dans ma voiture et je pouvais être hyper gênée en voyant des gens, par exemple. Tu vois, et je ne savais pas pourquoi est-ce que je me sentais mal à l'aise. Pourtant, moi, ma voiture, je l'ai payée à crédit. J'ai souffert pour. Mais j'avais le sentiment de honte, de shame of privilege. Et au fait, c'est ce qui, je pense, c'est l'une des raisons pour lesquelles on se donne de plus en plus à l'associatif et à la vie sociale, jeunes et moins jeunes. Hein. Je pense que c'est ce shame of privilege d'un côté, et de l'autre, il y a énormément l'envie de donner du sens à sa vie. Malheureusement, rares sont les personnes qui donnent du sens à leur vie à travers l'exercice de leur profession, de leur métier. Rares sont ces personnes-là, à part quelques-unes qui ont été suffisamment courageuses pour pouvoir braver les interdits et démissionner et commencer une aventure entrepreneuriale, etc., qui colle à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ont envie d'être. Donc, pour trouver cet équilibre, si tu veux, quelque part, donc c'est aussi un petit peu parfois égoïste,
Ça commence par l'égoïsme de l'individu avant d'être touché par le plaisir de donner et le plaisir d'impacter. Et donc, le bonheur que tu ressens, incommensurable quand tu fais du bien à quelqu'un qui est moins privilégié que toi, on va dire. Et ça me tenait vraiment à cœur de partager ça parce que j'ai limite honte qu'on soit là à parler, non, pas vraiment, on est là à parler de bonheur, mais c'est parce que nous avons le B.A.B.A, comme tu le disais, Mrim. D'autres personnes ne le sont pas et donc c'est ce qui, quelque part, nous amène, nous, à nous engager davantage sur le plan social. Et au fait, plus on donne, moins on a l'impression de donner et qu'il faut donner davantage parce qu'il y a encore énormément d'injustice dans ce monde. Merci beaucoup, Fatima Voilà. Zahra. Effectivement, le plaisir de donner et d'impacter, c'est le slogan de demain et d'aujourd'hui. Mais je dirais aussi, je voulais profiter d'insister sur une chose que tout le monde, je crois, a insisté, j'imagine que vous êtes d'accord sur ce point-là, c'est chacun de nous a sa perception du bonheur. Même quand on voit cette personne à pied, qui marche à pied ou sur un vélo ou qui vit sur des montagnes, ce n'est pas forcément des personnes malheureuses. Certes, elles sont peut-être, ça dépend de leur perception des choses, mais là, dans notre, on va dire, comment dirais-je, le GDP, on en a parlé tout à l'heure, le produit brut, le produit national brut, c'est Hassan a parlé du bonheur national brut. En fait, ce bonheur national brut ne dépend pas forcément des moyens de transport, pour certains, je dirais bien pour certains, mais pour la majorité, c'est vrai que c'est important. Le bonheur relève de la situation sociale, de la stabilité sociale, de la sécurité qu'on a aujourd'hui dans notre pays. Quand même, on vit une certaine sécurité, sérénité. On n'a pas peur de sortir dehors en journée, même s'il n'y a personne pour faire des courses, des fois, quand on est obligé. Mais c'est ça ce que je voulais dire. C'est vrai que la note, elle a bien fait d'insister, Fatima Zahra, d'intervenir sur cette dernière note, le plaisir de donner, d'impacter. Il faut avoir honte. Bon, certains ont honte de leurs propres privilèges, mais je dirais que chacun a ses privilèges. Moi, j'envie ces campagnards qui sont en pleine campagne, ces Indiens qui vivent en pleine Amazonie, ces Sahraouis qui sont en plein désert. Je les envie. J'aurais aussi aimé dans ce milieu naturel, désertique et simple, dans la simplicité. Voilà. Et ce que je voulais dire donc pour ce mot de fin, parce que j'attendais quelques voilà, Mary qui a demandé à poser une question. Oui, Mary, on t'écoute. Est-ce que vous avez une question à nous poser? Vous avez levé la main. Alors, j'attends quelques questions. Quelques secondes, on attend quelques questions pour échanger avec le public. S'il n'y en a pas, on va passer à la conclusion, si vous le permettez, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? C'est Amin Mahraoui, Asma Ahji, Finkom. Where are you guys? Vous nous regardez? Alors, vous avez des questions à poser à ces jeunes gens qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous? Excellent. Alors, Hassan Sharaf, pour le bonheur que tu apportes. Bon, merci Ayaya. Donc, on remercie Hassan Sharaf personnellement pour le bonheur que tu apportes à toute la communauté subsaharienne au Maroc. Ok, très très bien. Super, ça fait plaisir. Alors, je peux répondre à Ayaya. Je peux répondre à Van. Oui, vas-y. Alors, voilà ma réponse. Je ne sais pas s'il est lisible. Oui, souriez, vous êtes aimé. Voilà, donc ça c'est ma signature et je la partage avec vous et je l'offre à tous mes amis. C'est une très belle association que dirige Van, qui en plus est un JD et qui fait un travail remarquable. Mais vraiment, quand tu parlais tout à l'heure de bonheur avec la migration,
comment est-ce qu'ils les aident à être dans la quête de l'emploi, l'employabilité, l'entrepreneuriat et surtout à ne pas perdre espoir, surtout à les mettre dans les bonnes connexions avec les bons réseaux. Et en cela, je voulais le remercier. J'étais ravi qu'il soit là. Donc, Excellent. Bah, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune question. Donc, je vais vous remercier. Ah oui, il y a Samir Hamiri. Alors, la notion du bonheur est une notion de mindset. Comment pensez-vous qu'on peut transgresser cette attitude chez tous les Marocains? Et peut-être est-ce une histoire de discipline ou d'éducation? Qui aimerait répondre à cette question? Nordine. Ok, on t'écoute. Je t'ai mis sur WhatsApp. Nous, Marocains, avons en commun avec les Français, C'est c'est Nordine. le Tu goût peux mettre de la en mute perfection. Zoom et on va se mettre sur WhatsApp. Juste tu mets mute. Très bien. Voilà. On t'entend. Ça marche comme ça? Nous avons en commun avec nous les Français, puisque moi je suis franco-marocain, c'est le goût de la perfection. Et ça, c'est peut-être le handicap le plus... Nordine, est-ce que tu peux enlever ton audio? C'est bon. Maintenant, c'est bon. Ça doit être bon. Très bien. Oui. Alors, je disais, ce que nous, en tant que Marocains et en tant que Français, avons en commun, je suis franco-marocain, c'est le goût de la perfection. C'est certainement le plus grand obstacle vers une forme de sérénité, de bonheur. C'est-à-dire qu'on est sur le défaut, on est sur ce qui manque, on est sur ce qui n'est pas complet, on n'est pas sur ce qui est, on n'est pas sur, on va dire, déjà ce qui est présent. Et je crois que c'est l'apprentissage que les Français font très difficilement, puisque c'est un peuple de perfectionnistes, mais c'est l'apprentissage que les Marocains font aussi difficilement. On est toujours, on pense qu'on peut toujours faire mieux, on pense que ça peut toujours être mieux, plus, encore plus, etc. Et je crois que c'est vraiment une question de reconnaissance. C'est-à-dire apprendre à reconnaître déjà ce qui est bien, peut-être faire un peu mieux, c'est déjà pas mal, et surtout sortir des grands projets absolument catastrophiques que le monde arabe a rêvé depuis l'indépendance. Il faut arrêter les grands projets, il faut arrêter de vouloir être les premiers de la classe. Je crois qu'on est déjà pas mal. Je pense qu'en Afrique, les qualités et les savoir-faire sont énormes, et que ce soit en Afrique noire ou en Afrique du Nord, dans le monde arabe. Je pense qu'il faut qu'on arrive à qualifier nos qualités, qu'on les remarque, qu'on les repère. J'ai souvent, dans mes voyages en Afrique noire et au Maroc, repéré la même chose. C'est par exemple la très grande sincérité des gens, leur capacité d'agilité, leur capacité de disponibilité. Ben, je peux vous dire que dans le monde industriel européen, on l'a pas. Et actuellement, on est en train de mettre en place des programmes énormes, avec beaucoup d'argent, pour arriver à obtenir ce qu'on a déjà, nous, naturellement, dans nos pays. Donc, peut-être qu'il faut arrêter de regarder ailleurs, il faut arrêter de regarder en haut du grand building, hors de portée, en pensant qu'un jour, on fera des grands buildings. Peut-être que l'avenir, c'est plus les grands buildings. Et il faut regarder nos qualités. Moi, quand je vais au Maroc, je suis heureux, très franchement. Hein. Dès que je descends de l'avion, je suis bien. Quand je reviens en France, je suis tendu, c'est autre chose. Je suis dans la performance en France, d'abord. Donc, c'est pas le même bonheur, c'est pas la même satisfaction, c'est pas les mêmes frustrations. Mais du point de vue du lien, ce qui fait la qualité d'un peuple, je pense qu'on n'a rien à apprendre au Maroc. Excellent. Ok, merci beaucoup Nordine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait rebondir sur cette question aussi? Peut-être juste un petit complément.
Enfin, j'ai pour ce petit complément 1 heure, ça va? Une Voilà. heure après le store. Oui. Alors, moi, j'ai lu un commentaire et je voulais réagir par rapport à ça. Vous savez, la différence entre sourire et souffrir, c'est 2 F. Si on arrive à les enlever ou à les reconnaître, on peut vivre et passer de souffrir à sourire. Le premier F, c'est celui de ses faiblesses et donc accepter une part d'imperfection en soi et en les autres. Et le deuxième, c'est celui de reconnaître sa finitude, parce qu'on croit qu'on est éternel. Je pense qu'une des questions qui ont été posées à un gourou indien, une dame qui était venue lui dire « Mais monsieur, mais je suis fatiguée de tous ces cours, le bonheur c'est pour la vie, il faut faire beaucoup de travail, etc. etc. Est-ce que tu n'as pas quelque chose, je le prends, c'est comme un comprimé, je le prends et je suis heureuse, etc. » Sa réponse, elle était toute simple mais profonde. Il lui dit vis comme immortel. Parce que dès lors qu'on vit comme des immortels, je pense qu'on investit le champ de l'impossible. Exact. Je ne sais pas si je peux peut-être pas rebondir, mais aussi faire un complément, parce que j'ai vu beaucoup de choses de participants qui écrivent des choses intéressantes et je voulais réagir par rapport à ça. Je pense qu'il faut reconnaître dans le monde de demain, que ce soit dans le digital ou la quête de bonheur, que l'incertitude, c'est quelque chose qui va accompagner l'humanité. Que la connaissance est comme le bonheur, se multiplie quand on les partage. Plus on partage le don, plus on est heureux. C'est comme la connaissance. Aujourd'hui, on s'est enrichi de vos échanges sans que personne ne perde ce qu'il a déjà. Le monde de demain peut être un monde plein d'ennuis, d'indifférence, de surinformation, peut être aussi un monde d'arrogance, où on va investir beaucoup plus l'extériorité au détriment de l'intériorité. Être heureux dans ce monde digital où tout va trop vite, c'est changer de paradigme, c'est faire le choix, c'est justement ne pas faire le choix entre les deux options qui nous sont offertes, c'est-à-dire ce que Fukuyama appelait la fin de l'histoire, ou Nietzsche disait le dernier homme. On n'a pas que ces deux options. Je pense qu'on a la foi pour entreprendre des lendemains meilleurs, qui peut être couplé avec la raison. Pendant longtemps, la raison a marché toute seule. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, beaucoup de gens le ressentent au plus profond de leur âme, de leur cœur. Il y a un ressenti de besoin de spiritualité aujourd'hui. Ce centrage entre foi et raison, entre connaissance et ignorance, entre perfection et imperfection, cet équilibre entre les contradictions, c'est ce qui nous permettra de vivre. Aussi dire à la jeunesse qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas ce qu'ils font. On a pendant longtemps, on s'est confondu avec nos métiers. Qu'est-ce que vous faites? Je suis médecin. Je pense que c'est un malheur parce qu'on rate l'essentiel. On est dans une forme de pluralité si on arrive à nous réinventer de façon plurielle, à découvrir nos profils. Et mon ami Myriam le fait très très bien, haut la main, et je le dis haut et fort, la capacité de se réinventer, d'apprendre sur soi et de soi de nouvelles compétences nous enrichit, nous permet d'être heureux, d'entreprendre. Être heureux, il est synonyme d'émerveillement. Quand on cesse de s'émerveiller, on devient malheureux, même à 24 ans. Mais quand on s'émerveille par le voyage, par la connaissance, par la découverte, par le respect de l'autre, par la tolérance, par énormément de choses, par retrouver cet enfant en nous, je pense… deux éléments, et avec ça je vais clore. Ce que tu tiens te retient. Si on tient à notre ego, il va nous retenir. Si on tient à notre argent, il va nous retenir. Si on a envie de prendre nos envols, il faut pouvoir lâcher. Pas lâcher prise, mais lâcher. Lâcher pratiquement de façon à devenir libre de tout. Mais c'est comme ça, quand on se vide de notre ego, qu'on se remplit de la beauté de la vie, de la beauté des autres. Que ce soit en entreprise, nos leaders à lâcher prise, c'est Hassan. Lâcher prise, ce n'est pas un mot. C'est comme quand on te dit il faut faire le vide. Pour faire le vide, il faut faire le plein. Pour aller vite, il faut aller doucement.
pour arriver vite, il faut aller doucement. Je pense que la chose est dans son contraire. Et si on n'a pas compris que les choses sont dans leur contraire, tout à l'heure, je pense au Fatem Zahra qui disait qu'on a besoin de cette dose de chagrin pour retrouver l'amour, on a besoin de cette dose de malheur pour retrouver le bonheur, on a besoin de cette dose de faiblesse pour retrouver la force. Et c'est justement cette alternance des jours qui fait qu'on sent la vie, sinon ce serait monotone. Sinon, ce ne sera pas la vie, ce sera autre chose. Je pense que les humains, ils ont deux dimensions en eux. Il y a une dimension mortelle et une dimension immortelle. La dimension immortelle, elle aspire à l'éternité. Et la dimension mortelle, ben, elle a besoin d'avoir les choses. Et le chemin entre les deux, c'est un chemin de devenir. Et je pense que c'est ce qui sauvera l'humanité. En fait, je voudrais ajouter quelque chose dans ce sens, Si Hassan, merci beaucoup. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala خلق من كل شيء زوجين. أي حاجة فيها زوجين الليل والنهار الجنة en fait je vais parler en français et tout est dans il a deux faces donc l'idée c'est être là et de se dire c'est pas la nuit en fait c'est la nuit n'est pas mieux que le jour donc il faut apprécier les choses et les vivre telles qu'elles sont et c'est ça la psychologie positive. Malheureusement on parle de la psychologie positive ces derniers temps, on entend les gens dire ouais, il faut que tu sois heureux tout le temps. Non, la psychologie positive, c'est le fait de se rendre compte que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre, de l'accueillir tel qu'il est et de passer à autre chose. Peut-être que je vais me garer dans une résidence émotionnelle plutôt positive parce que je tends vers ça, mais je peux être malheureux, je peux sentir de la colère, je peux sentir du chagrin et l'accepter, accepter qu'on est des êtres humains et qu'on est fait d'émotions et que ces émotions-là, c'est eux qui font de nous ce qu'on est. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, merci chers amis. Alors pour certains qui posaient la question comment nous rejoindre, je vous invite à liker notre page Facebook et et sur lequel on va partager le lien de la vidéo traduite en anglais prochainement. Je vous remercie encore une fois, mes chers intervenants et chers amis, pour votre générosité, votre spontanéité et ce partage. Merci Senordine, merci Sana, merci Fatem Zahra et c'est Hassan Sharaf. Merci Karima aussi qui a assuré, il ne faut pas l'oublier, la traduction des parties et des messages importants durant cet échange. Pour conclure, en fait, finalement, notre survie à cette épidémie, elle dépend, elle nécessitera une planification minutieuse, mais aussi beaucoup d'agilité. Il faudra faire preuve d'empathie, comme a dit Fatem Zahra, pour comprendre les situations de travail des gens, de prendre le temps de vérifier et de réapprendre. Merci Nordine pour la petite carte et la petite tortue. Avec, bien sûr, prendre le temps de vérifier et de communiquer avec les membres de son équipe et ce qu'ils ressentent pour qu'ils ne soient pas isolés en ces temps de confinement et de quarantaine à travers des écrans et le digital. Et bien que ce soit un moment de crise, je crois que finalement, c'est un moment d'innovation et d'expérimentation pour de nouveaux process de management et d'organisation, comme a dit Nordine, vers la modernité, sans oublier les traditions et les cultures et aussi essayer d'être innovant et envisager des choses nouvelles auxquelles vous n'avez jamais pensé. Faites-le, ayez le courage, soyez innovants, n'oubliez pas d'être solidaires et surtout, restez connectés avec nous pour notre prochain débat, Inch'Allah, qui sera animé par Karima. Et merci à tous et au prochain débat et bon four. Et voilà, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Le premier webinaire qui dure 2h30. Waouh, c'est une performance. Avant de nous quitter, je vous invite à faire des photos tous ensemble comme ça, si vous le permettez, en signe de solidarité, de partage. Et montrez bien votre main. Attendez une seconde. Je vais essayer de le faire. Ah, j'ai une seule main en fait.
Alors, ouais, Mais troisième main, Hassan, montre-nous ton sourire. oui. Une seconde. Malheureusement, on ne peut pas voir tous les autres participants, mais on va juste faire comme ça. Là, il faut qu'on dise, je jure de dire la vérité, toute la vérité. Je jure que je suis heureux. Je jure que je vais travailler sur mon bonheur et mon leadership à travers, Ouais, à l'ère du digital. On va dire ça comme ouais. ça. Merci. C'est bon. Merci en tout cas. Bon tour. Au Au revoir. revoir. Merci à Au vous. revoir. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Karima, merci Hassan, Sana, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Alors, je vais couper. Merci Sénordine. À bientôt. À très Merci vite. beaucoup. Merci, De rien. salut. Bon tour.